Avec plus de 5000 victoires aériennes à son actif, le F-6F Hellcat fut, par son nombre de victoires, l'avion de chasse le plus létal de toute la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré ce chiffre stupéfiant, il n'était que rarement le premier appareil mentionné lorsque l'on parle des chasseurs légendaires de la guerre. Néanmoins, nous allons raconter l'histoire mouvementée de ce chasseur qui aurait abattu 19 avions ennemis pour chaque perte subie, comment il y est parvenu et pourquoi il reçut le surnom de faiseur d'as. Pour comprendre l'histoire du Hellcat, il faut d'abord examiner le type de guerre pour lequel il fut conçu. Le théâtre d'opération du Pacifique introduisit une forme entièrement nouvelle de combat, où la guerre aéronavale se déroulait désormais à une échelle que le monde n'avait jamais connue. L'objectif n'était pas seulement de contrôler les mers avec d'immenses cuirassés, mais aussi le ciel au-dessus de l'océan. Car dans cette nouvelle guerre, celui qui possédait la suprématie aérienne régnait effectivement sur l'océan, et donc sur tout le reste. Après l'attaque surprise du Japon contre Pearl Harbor, les États-Unis et le Japon commencèrent à s'affronter dans tout le Pacifique, et la domination navale dépendait désormais fortement des porte-avions. Ces immenses pistes d'aviation flottante pouvaient lancer des vagues de chasseurs, de bombardiers et d'avions torpilleurs, contre des cibles terrestres ou maritimes situées dans leur rayon d'action. Ils constituaient le cœur des opérations de flotte, et la supériorité aérienne devint le facteur décisif. Mais il y avait un problème. Cette stratégie reposait entièrement sur la performance des avions lancés par ces porte-avions. Or, au tout début de la guerre, les États-Unis avaient un sérieux problème, le Mitsubishi A6M0. Lorsque les combats commencèrent, les porte-avions américains utilisaient encore le F-4F Wildcat, un modèle déjà en fin de vie, et la marine cherchait activement un meilleur remplaçant. Cette urgence se transforma en crise lorsque les Wildcats commencèrent à affronter les Zero japonais. En combat tournoyant direct, le Wildcat était simplement surclassé. Le Zero était plus rapide, plus agile et piloté par des aviateurs japonais d'élite, riches d'une grande expérience au combat. Les escadrons américains subirent alors de lourdes pertes et il n'y avait pas le temps pour de lentes améliorations progressives. La marine avait besoin de quelque chose de nettement supérieur, et vite. C'est là que Grumman, l'entreprise qui produisait déjà le Wildcat, entra en scène. Mais cette fois, elle repartit de zéro pour concevoir un avion entièrement nouveau. En réalité, les premiers travaux sur ce qui allait devenir le F-6F Hellcat avaient déjà commencé avant l'entrée officielle des États-Unis en guerre. Ils furent désormais menés à un rythme frénétique. Puis un événement étrange se produisit qui allait apporter au futur Hellcat exactement ce dont il avait besoin pour vaincre le Zero japonais. Un mélange de chance et de malheur selon de quel côté l'on se plaçait. En 1942, un Zero japonais s'écrasa dans les îles Aléoutiennes et fut capturé presque intact après s'être abattu sur un sol meuble. Ce fut une véritable mine d'or d'informations. Les ingénieurs et pilotes d'essai américains le démontèrent entièrement, étudièrent chaque centimètre, puis le firent voler lors de combats simulés contre leurs propres avions. Cela révéla exactement comment fonctionnait le Zero, et surtout comment le battre. Grumman retourna alors à sa planche à dessin et adapta le Hellcat spécifiquement pour contrer tout ce que le Zero pouvait faire. C'était sur le point de changer la guerre aérienne dans le Pacifique. Cependant, tout ne se déroulerait pas aussi facilement. Le Zero japonais était d'une agilité incroyable pour son époque. Dans un combat tournoyant, il pouvait surpasser presque tout ce que les Alliés avaient dans les airs. Il était léger, avait une grande autonomie et pouvait exécuter des manœuvres serrées avec aisance. Mais tout cela avait un prix. Il n'avait aucun blindage, pas de réservoir auto-obturant et une structure fragile. Sa meilleure arme et sa meilleure protection résidaient dans sa vitesse et son agilité, mais un seul tir bien placé pouvait le détruire. Grumman aborda donc le problème différemment. Au lieu d'essayer d'égaler les points forts du Zero, ils décidèrent de concevoir un appareil qui exploiterait ses faiblesses. Et, Zero, au vu du nombre de Zero abattus par des Hellcats, il est clair qu'ils trouvèrent sur la bonne formule. Ce qu'ils produisirent fut le prototype XF-6F3. Il possédait une cellule plus grande, un cockpit surélevé pour une meilleure visibilité, et plusieurs caractéristiques spécialement conçues pour les opérations sur porte-avions, comme un train d'atterrissage large et hydraulique,
et des ailes repliables pour économiser de la place sur les ponts d'envol bondés. À titre de comparaison, les anciens Wildcats obligeaient encore les pilotes à remonter manuellement le train d'atterrissage à la manivelle après le décollage, une tâche risquée et épuisante alors qu'ils grimpaient et restèrent vulnérables. Après divers ajustements et retours de pilotes, le Hellcat fut prêt pour le combat en seulement 10 mois. En 2 ans, plus de 12 000 exemplaires sortirent des usines, un record. Contrairement au Zero, le Hellcat était conçu pour encaisser les coups. Il pesait plus de 2 fois plus lourd, avec une masse maximale au décollage d'environ 6 800 kg. Des réservoirs auto-obturants, une structure renforcée, et plus de 90 kg de blindage autour du cockpit et du moteur, tandis que le pare-brise avant pouvait arrêter des tirs de mitrailleuses. Cela signifiait qu'un Hellcat pouvait encaisser de lourds dégâts et tout de même regagner son porte-avions. Des cas documentés montrent qu'ils revinrent avec plus de 200 impacts de balles, ou même avec une partie d'aile complètement arrachée. Cela dit, les premiers modèles ne pouvaient pas tout à fait rivaliser avec le Zero en vitesse, du moins pas avant l'installation de l'atout décisif. Le Hellcat fut bientôt équipé d'un moteur radial suralimenté à 18 cylindres Pratt & Whitney Double Wasp, développant plus de 2000 chevaux, associé à une immense hélice tripale de 4 mètres de diamètre. Cette combinaison lui donnait une vitesse maximale de plus de 625 km/h en vol horizontal. L'armement standard du Hellcat comprenait 6 mitrailleuses Browning de 12,7 mm, 3 montées dans chaque aile, avec 400 cartouches par arme. Les versions ultérieures augmentèrent la puissance de feu en ajoutant 2 canons de 20 mm, en plus de 4 des mitrailleuses d'origine. Outre les armes à feu, le Hellcat possédait des points d'emport sous chaque aile et sous le fuselage. Il pouvait transporter des bombes de 225 ou 450 kg, des roquettes non guidées et des torpilles. Au total, il pouvait emporter jusqu'à 1800 kg de charge externe. Ainsi, bien qu'il ait été conçu comme chasseur, le Hellcat pouvait facilement changer de rôle pour des missions d'attaque au sol ou d'appui rapproché. Mais en tant que chasseur, il se forgea la réputation d'être peut-être le plus redoutable appareil de toute la Seconde Guerre mondiale. Son baptême du feu eut lieu le 31 août 1943, lors d'un raid aéronaval américain sur l'île Marcus, dans le Pacifique central. Les Hellcats, partis du porte-avions USS Independence, remportèrent leur première victoire en abattant un hydravion japonais Kawanishi H-8K Emily. Peu après, le Hellcat affronta une opposition bien plus féroce. En octobre 1943, il participa au raid américain contre Wake Island, qui constitua son premier véritable test. Durant ces combats, les Hellcats abattirent 18 avions japonais, pour seulement 2 pertes de leur côté. Mais le véritable tournant eut lieu lors des opérations au-dessus des îles Gilbert et Marshall, plus tard cette année-là. Une bataille clé se déroula au-dessus de Tarawa, où près de 50 Zero japonais affrontèrent une force américaine plus réduite volant sur Hellcat. Résultat, 30 chasseurs ennemis abattus, pour une seule perte américaine. Même si le Zero conservait un avantage en manœuvre à basse vitesse et en virage serré, les pilotes américains savaient qu'il ne fallait pas jouer sur ses points forts. Ils furent entraînés à éviter les combats tournoyants, préférant utiliser des tactiques dites de piquer et remonter, grimper haut, plonger à grande vitesse, tirer, puis reprendre de l'altitude avant que l'ennemi ne puisse suivre. Le Zero ne pouvait pas encaisser ces plongées rapides, sa structure légère n'étant pas conçue pour supporter de telles forces G. Cela donnait au Hellcat un immense avantage tactique. La bataille de la mer des Philippines constitua un affrontement à grande échelle entre les flottes américaines et japonaises, et le Hellcat y joua un rôle majeur. Grâce au radar, les navires américains détectèrent les formations japonaises bien avant qu'elles ne s'approchent. Les escadrons de Hellcat disposaient ainsi du temps nécessaire pour grimper et se préparer à intercepter, ouvrant la voie à une bataille aérienne dévastatrice. Ce qui suivit entra dans l'histoire sous le nom de « Grand tir au dindon des Mariannes ». En seulement 2 jours, les pilotes américains détruisirent plus de 300 avions japonais, la plupart abattus par des Hellcats, tandis que les pertes américaines ne s'élevaient qu'à 29 appareils. Mais ce qui brisa vraiment la puissance aérienne japonaise dans cette bataille, ce fut la perte de pilotes expérimentés.
Le Japon ne pouvait tout simplement pas les remplacer assez vite, et cette perte d'équipage vétéran fut un coup dont il ne se remit jamais. Le cours de la guerre dans le Pacifique avait définitivement changé, et le Hellcat était au centre de ce basculement. Ce fameux ratio de 19 victoires pour une perte paraît presque incroyable, et il l'est en partie. Sur le papier, les pilotes de Hellcat revendiquèrent 5163 victoires aériennes pour seulement 270 pertes en combat aérien. Mais le contexte, les archives japonaises ayant été en grande partie détruites après la guerre, il est difficile de confirmer de nombreuses revendications. Des analyses d'après-guerre montrent que, comme toutes les forces aériennes de l'époque, les pilotes américains avaient probablement surestimé leur victoire, peut-être d'environ 25%. Même après correction généreuse, le bilan du Hellcat reste exceptionnel, un ratio réaliste d'environ 13 ou 14 victoires pour une perte. C'est plus élevé que pour tout autre chasseur de la guerre, et de loin. Ce qui rend ce ratio encore plus impressionnant, c'est qu'il fut obtenu par de jeunes pilotes, souvent fraîchement sortis de programmes de formation abrégés de la marine. Beaucoup étaient de nouvelles recrues, sans grande expérience, et pourtant la conception du Hellcat rendait cela possible. Stable, tolérant, facile à piloter même en combat, il donnait à ces pilotes novices une réelle chance de survivre à leur première mission et de commencer à accumuler des victoires. Certains devinrent même as en quelques minutes seulement, ce qui signifiait avoir obtenu plus de 5 victoires aériennes. Le F-6F gagna ainsi le surnom de « faiseur d'as », ayant produit plus d'as que tout autre appareil allié durant la guerre. Plus de 300 pilotes de Hellcat atteignirent ce statut. Pendant ce temps, la situation se dégradait côté japonais. Après des pertes catastrophiques, ils durent recourir de plus en plus à des tactiques de kamikaze. Leurs derniers chasseurs étaient dépassés, souvent en mauvais état, et leurs pilotes insuffisamment formés. Ajoutez à cela les capacités radar accrues des Alliés, ainsi qu'une supériorité numérique écrasante, et les chances du Japon de renverser la guerre aérienne devinrent nulles. Même dans la dernière année du conflit, le Hellcat resta un outil fiable, toujours capable de combattre en duel aérien si nécessaire, escorter des bombardiers, attaquer des navires et soutenir les troupes au sol. Mais avec l'arrivée des avions à réaction, l'ère des chasseurs à moteur à piston touchait à sa fin. Le remplaçant officiel du Hellcat, le F-8F Bearcat, et plane plus rapide et plus puissant, arriva juste trop tard pour participer au combat. L'avenir appartenait désormais aux jets, comme le F-H Phantom ou le F-9F Panther, inaugurant un nouveau chapitre de la guerre aérienne.